Bonjour, Massa Alkhair et bienvenue sur le podcast de la chaire franco-marocaine Marketing et Management de la Santé. Je suis Jiane Chahari, je dirige la chaire Marketing et Management de la Santé de l'ISTEC Business School, HEEC et le groupe Olivier Santé. Dans cet épisode, nous allons aborder la thématique de l'impact du contrôle coercitif dans la sphère professionnelle. J'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Sophie, étudiante assistante sociale. Bonjour Sophie et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, avec plaisir. Sophie, tu es titulaire du diplôme en soins infirmiers. Oui, Tu as été directrice adjointe de crèche. oui, Aujourd'hui, tu es en reconversion professionnelle pour devenir assistante de service social. tout Tu à fait. intègres prochainement la réserve de gendarmerie et tu pilotes un projet au sein duquel tu réalises des actions de sensibilisation autour des violences intrafamiliales Oui, et tu fais partie d'une association qui accompagne les enfants qui ont des troubles du comportement. tout à fait. Beau parcours. Merci. Sophie, je t'en prie, peux-tu nous parler de ton expérience personnelle avec le contrôle coercitif? Alors oui, j'ai rencontré donc cet homme dans le cadre professionnel puisque nous avons fait notre formation pour devenir infirmiers tous les deux, avec déjà des petits débuts. Alors je le dis aujourd'hui avec du recul, hein, évidemment. Cette histoire, elle date d'il y a 5-6 ans maintenant. Et ça a commencé donc déjà dès la formation professionnelle. Où monsieur alors arrive d'abord avec plein de compliments, plein de belles choses à mon égard. Puis très vite, je me suis retrouvée à faire son mémoire de fin d'études. Donc ça commence tout doucement. On a commencé comme ça. J'ai toujours eu le projet de devenir cadre de soins. Finalement, projet qui n'a jamais pu aboutir pour diverses raisons, et notamment lui, et ce qui s'est passé entre nous. Je vais très vite accéder à la vie professionnelle, à exercer mon métier d'infirmière. Monsieur, avec le même diplôme, ne travaillait pas, faisait des vacations par-ci par-là. C'est moi qui gérais tout au niveau financier dans le domicile. Et puis, au fil du temps, au fil des années, j'ai fini par abandonner mon projet de devenir cadre de santé. Et c'est lui qui aujourd'hui a un master 2 et qui est cadre, qui est chef de service, où là également, je l'ai beaucoup accompagné à la rédaction de ses mémoires pour les masters. Je pense que c'est assez parlant comme expérience au niveau du contrôle coercitif, au niveau professionnel dans un premier temps. Est-ce que tu peux nous partager des moments qui t'ont marqué durant cette période où tu étais avec cet homme? Dans mon parcours professionnel, on a eu des enfants tous les deux. À plusieurs reprises, je me suis remise en question au niveau professionnel, comment pouvoir gérer toute la pression que j'avais à la maison, comment être une femme parfaite, comment être une mère parfaite, comment ramener plus d'argent à la maison, puisque lui, si je peux m'exprimer ainsi aujourd'hui, ne ramenait pas un salaire fixe, avec des envies de vacances de luxe. Je devais toujours en produire plus, tout le temps, constamment. En sachant que souvent, on pouvait regarder des émissions qui nous animent autour de la thématique des soins. Et souvent, monsieur me regardait, me demandait, mais est-ce que tu sais telle et telle chose? Alors, je répondais que non, puisque je le sais aujourd'hui, mais on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas avoir la connaissance de tout, même si on a un diplôme qui nous donne une certaine expertise de notre métier. Et lui, qui avait le même diplôme que moi, pouvait me dire, ah bah tu vois, ça, tu devrais le savoir pourtant. Et j'avais très souvent ce genre de réflexion. J'ai finalement décidé d'aller en direction de crèche, puisque passionnée par le développement des enfants. Et c'est pareil. Comment tu peux diriger une équipe, enfin, être un manager auprès d'enfants alors que tu t'occupes pas de tes propres enfants. Il y a eu un autre élément qui m'a beaucoup marqué suite à un étranglement, puisque j'ai été étranglée par monsieur. J'ai souhaité changer de poste et devenir responsable adjointe d'un centre de PMI. Et monsieur, lors de notre jugement pour le mode de garde de nos enfants, a donné à son avocat des documents. Il est venu vivre là où j'allais travailler. J'ai dû refuser ce poste, puisqu'évidemment, je ne pouvais pas aller dans mon lieu de travail avec lui en le sachant à côté. Et là, ça a été la descente aux enfers. Donc, j'ai arrêté de travailler, arrêt de travail. euh,
Et puis j'ai fini par abandonner, complètement abandonner ce travail que pourtant j'avais hâte de commencer. Donc de là, impossible de reprendre un boulot. Et puis en plus, la direction de crèche, bah, j'ai des responsabilités, des heures de travail, des créneaux horaires qui ne me permettaient pas de tout gérer pour les enfants. Et ben j'ai dû arrêter de travailler. Donc Donc, voilà. à cette époque-là, tu étais déjà séparée de lui. Quelle était ta situation? Oui, tout à fait, c'est pas très clair. Alors quand j'étais en direction de crèche, nous étions officiellement encore ensemble, puis est arrivé le confinement où on a tous découvert le télétravail avec du management par visio. Puis après, petit à petit, l'activité a repris et là, nous nous sommes séparés. Séparés officieusement, mais nous vivions toujours ensemble jusqu'au moment où il m'a étranglée. Donc au moment du poste pour la PMI, on était séparés. Quel a été ton déclic? Est-ce que c'est cette violence physique? Le vrai déclic, ça n'a pas été cette violence physique, puisque après avoir été étranglée, j'ai passé le cap du commissariat avec un dépôt de plainte, mais j'ai continué d'entretenir une relation avec lui. C'est comme ça qu'il a su où j'allais travailler par la suite. Il savait également, le monde du sanitaire, c'est un milieu où il y a des emplois à tout va, c'est-à-dire qu'on n'a pas de difficulté à trouver un emploi. Et lui, grâce à son diplôme, grâce à son expérience professionnelle aussi, il a postulé dans tous les endroits un petit peu stratégiques à ma vie personnelle. Par exemple, il a postulé dans un hôpital là où habitent mes parents, aucun lien avec nos enfants, ce qui aurait pu s'expliquer éventuellement, mais ça n'a pas été le cas. Il a donc postulé là où j'allais travailler, puisqu'il en avait connaissance, et c'est moi qui ai dû refuser ce poste Pour pouvoir te mettre en sécurité, c'est bien ça? pour pouvoir me mettre en sécurité, pour ne pas lui laisser la possibilité de venir sur mon lieu de travail, pour ne pas lui laisser la possibilité de m'attendre devant mon lieu de travail. Et du coup, tu as changé de trajectoire professionnelle. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui Alors t'a oui, amené à cheminer vers cette évolution? alors là je le raconte très très rapidement évidemment parce il y a eu tellement d'événements, mais ça a été un long parcours de compréhension de ce qui pouvait se passer, de ce qui m'arrivait, la gestion de mes enfants, la perte de mon emploi qui a suscité évidemment de grosses difficultés financières. Puis il a fallu me reloger mes enfants, donc qui a engendré aussi des frais tout simplement pour nous meubler, pour manger. J'ai été longtemps accompagnée au niveau psy, puisque j'ai eu un état de stress post-traumatique aigu. Ma famille également a dû s'arrêter de travailler à tour de rôle pour pouvoir m'accompagner. Donc, au-delà de mon expérience personnelle et propre, ma famille également a été impactée dans sa vie professionnelle. De cette thérapie que nous avons menée en famille, puisque je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus ce que j'aimais, je ne savais plus où je voulais aller, j'ai commencé à me dire qu'il fallait bien que je reprenne à un moment donné une vie professionnelle et j'ai fait un bilan de compétences. Suite à ce bilan de compétences, deux métiers me correspondaient, juge pour application des peines ou assistante de service social. Et effectivement, en cheminant, j'ai choisi d'entreprendre cette formation pour devenir assistante de service social. C'est une des raisons de cette reconversion. Le contrôle coercitif, tu nous l'as exprimé, il continue. Après la séparation, comment tu gères cette situation aujourd'hui pour associer ton équilibre personnel, professionnel? Alors aujourd'hui, alors évidemment, ça reste compliqué parce que nous avons des enfants en commun et de fait, pour de multiples raisons, je dois lui demander des autorisations, des validations en lien avec nos enfants. Dans la sphère professionnelle, j'ai décidé d'en faire une force, un combat et de partager ce que je vis. Euh, alors déjà, dans un premier temps, pour dire que c'est possible, qu'on peut s'en sortir pour aussi parler à un plus large public, c'est-à-dire que effectivement, on dit aux femmes victimes de violences conjugales qu'il faut se séparer, il faut porter plainte, la justice est là, les services sociaux sont là. En tout cas, dans mon histoire, pour moi, ça a été beaucoup de mots. Et aujourd'hui, je tiens à le témoigner que malgré ça, malgré tous les combats qu'on peut avoir avec soi-même, pour ses enfants, par rapport à cet homme violent, les institutions aussi ont et les entreprises ont un certain impact et ont une capacité d'aider les femmes victimes de violences conjugales.
Évidemment, je parle des femmes parce que nous sommes majoritairement des femmes. Il y a évidemment aussi des hommes, je tiens à le préciser, mais la majorité, nous sommes des femmes. Et pour plein de raisons, déjà, le fait d'être femme, nous n'avons pas les mêmes équivalences de salaire. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais malgré tout, ça a un impact. Et c'est là où les entreprises ont un rôle à jouer. Et c'est pour ça que j'en témoigne. Parce que moi, dans mon parcours, autant j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai pu trouver des collègues elles-mêmes victimes de violences conjugales qui m'ont permis d'aménager mes horaires de travail. J'ai trouvé une N+1, donc ma supérieure hiérarchique, qui m'a accompagnée pour faire une rupture conventionnelle pour que je puisse bénéficier des indemnités de chômage qui m'ont permis aujourd'hui cette reconversion professionnelle. Et si j'avais pas eu ces éléments-là, je ne sais pas ce que je ferais aujourd'hui. Et c'est tout bête aussi, mais une assistante de service social qui a été la première à me dire que j'étais victime de violences conjugales, qui m'a aidée à trouver un logement, qui m'a apporté des aides financières. C'est aussi une des raisons de ma reconversion pour ce métier. Un autre élément, donc en lien avec les enfants, euh, j'étais en grosse difficulté financière. Je me suis aperçue que monsieur, qui avait normalement la responsabilité d'assurer les charges en lien avec les crèches de nos enfants, ne les avait jamais payées. Donc je me suis retrouvée à devoir, avec une dette finalement, avec une dette, et avec la perte de cet emploi, je suis allée voir un service social de polyvalence où j'ai parlé de ces difficultés financières, où j'ai demandé à ce qu'une information préoccupante soit faite par rapport à mes enfants et au dire qu'ils avaient. Et là, donc, j'ai été suivie par les services sociaux. Et j'en viens à raconter ça pourquoi, parce que c'est la troisième raison pour laquelle j'ai décidé de me reconvertir en assistante de service social. Je suis tombée sur des travailleuses sociales, peut-être pas au fait des violences familiales, de ce contrôle coercitif qui se poursuit même après une séparation et via les enfants qui ont fait une enquête sociale. À la fin de cette enquête sociale, elles m'ont menacé de ne pas suivre les recommandations, les préconisations qu'elles avaient faites, que j'étais trop angoissée, que j'étais trop mal pour pouvoir m'occuper de mes enfants et de les protéger. Mais les protéger de qui et de quoi? Et ça a été d'une telle violence que je me suis dit, il est impossible que de ce côté-là, les services sociaux ont une place importante, que ce soit dans les entreprises ou dans l'accompagnement de proximité. Et c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre mes études et d'en faire une vraie vocation. Je te remercie, c'est très riche. De par ton parcours personnel et de ton expertise professionnelle, comment, selon toi, le contrôle coercitif se manifeste en entreprise, enfin, dans le cadre du travail? Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Bah, tout simplement, le fait de venir vivre à côté d'un emploi, d'attendre devant le travail de sa victime, si je peux m'exprimer ainsi. Pareil pour le mode de garde, se servir des enfants en ce sens, c'est-à-dire que en attendant d'avoir un jugement qui statue vraiment sur le mode de garde, et quand bien même il y a un jugement, dire que l'enfant est malade, il ne peut pas les garder, ou bah, est-ce que exceptionnellement je peux prendre les enfants parce que je voudrais faire une super sortie? Eh ben, nous sommes des mamans, on se dit que on a encore ce truc de il a été, il s'est pas bien comporté avec moi, mais pour les enfants, pour les enfants. Et finalement, ça a un impact sur le travail, puisqu'on n'assure pas ses horaires. À la dernière minute, on peut plus aller travailler. Et on met en péril, en fait, on met en péril ses équipes. Moi, j'ai eu de la chance, encore une fois, d'avoir des collègues qui ont pu m'épauler. Mais combien de fois j'ai dû leur dire que bah, je suis désolée, à la dernière minute, je peux plus venir. Je suis désolée, je dois partir plus tôt. Et ça a un réel impact, en fait. Ça a un réel impact. Donc, tu nous as décrit effectivement le fait que des conjoints ou ex-conjoints se présentent sur le lieu de travail, potentiellement empêchent la conjointe de travailler. Comment les collègues peuvent venir en aide à, à ces femmes, majoritairement, même s'il existe des hommes, victimes de violences conjugales? Alors, je dirais, tout dépend du contexte. Alors déjà, c'est faire preuve d'écoute et de soutien, évidemment. Encore faut-il que la femme ose en parler et ose avouer, parce que c'est faire rentrer dans le monde professionnel sa part de personnel et d'intime. C'est jamais très évident de le raconter et de dire, bah voilà, ça se passe mal à la maison.
encore une fois, je vais parler de mon histoire, mais il m'a été aussi très très difficile de dire que je n'arrivais pas j'étais en difficulté, en énorme difficulté dans ma parentalité, avec des enfants que j'accueillais en crèche qui avaient l'âge similaire des miens à ce moment-là. C'est compliqué de dire, ben, et d'animer des réunions avec une équipe en leur disant, voilà les bonnes pratiques, alors que pour moi, j'étais j'étais en difficulté avec mes enfants. Moi, je suis tombée donc sur des collègues qui ont été très empathiques, mais parce que elles-mêmes victimes de violences conjugales pour la plupart, qui connaissent ce contrôle coercitif et qui m'ont épaulée, elles m'ont permis d'avoir des jours de télétravail. Mais attention, les jours de télétravail parce que j'étais séparée de corps de monsieur. Nous n'étions pas dans le même logement. C'est cette petite liberté qui m'a été donnée et qui m'a beaucoup aidée. J'ai pu aussi donner des documents à une de mes collègues en qui j'avais confiance pour qu'elle les garde, qu'elle les mette à l'abri pour le jour où. Et ça a été d'une grande aide. Et on s'en rend pas compte, c'est des petites choses en fait qui font que finalement ça nous change la vie, ça nous la simplifie. Ouais, donc j'entends à la fois les collègues, c'est une écoute, un soutien, mais également un levier pour aider au départ, hein. Complètement. Et tout ça évidemment avec la validation de ma supérieure. J'avais un poste à responsabilité où parfois je pouvais me retrouver avec la garde de 5 crèches. Des crèches qui pouvaient aller jusqu'à 60 berceaux, ce qui est énorme. Donc je manageais des équipes à distance et ma supérieure m'a épaulée de ce côté-là en me disant, vous inquiétez pas, je vais prendre la relève. Allez-y, je prends la relève. Alors effectivement, ça m'oblige à parler de ce que je vis à la maison. Moi, je pense que c'est salvateur. J'ai trouvé des personnes qui ont écouté, qui ont entendu. Voilà pourquoi je peux pas venir à l'heure. Voilà pourquoi aujourd'hui, je peux pas me présenter sur mon poste. Et ça m'a beaucoup, beaucoup. Mais aujourd'hui, je me dis, mais si j'avais pas eu ça, je sais pas. Voilà. Et pareil, avoir été accompagnée autour de la rupture conventionnelle pour me permettre de faire un travail sur moi, de me soigner, d'être présente pour mes enfants et de bénéficier des indemnités du chômage, mais ça a été très salvateur. Ça a été salvateur. J'ai pu me guérir quelque part. En tout cas, commencer quelque chose, parce que je crois je travaillerai toujours sur moi, mais j'ai déjà commencé le début du travail à ce moment-là. Et c'est ça qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Comme tu le dis très justement, tu as eu des collègues, un manager très à l'écoute. C'est pas le cas de toutes les victimes et notamment peut-être des personnes que tu peux toi accompagner dans le cadre de tes missions d'assistante sociale. Quelles sont selon toi les barrières ou les freins que rencontrent les personnes victimes pour parler de leur situation sur leur lieu de travail? Alors, je dirais que là, il y a une première barrière qui est nous-mêmes finalement. Encore une fois, cette difficulté de parler de ce qu'on vit à la maison. Je pense qu'il est important de rappeler que les violences conjugales ne sont pas que des violences physiques. Les violences psychologiques, c'est très compliqué. Alors déjà de se rendre compte de ce qu'on vit, parce qu'on est tellement, mais l'agresseur finalement rentre dans notre cerveau, arrive à nous manipuler, arrive à nous transformer, à faire en sorte qu'on n'est plus en fait. On n'est plus. En tout cas, on a le sentiment de ne plus être. Il est compliqué d'expliquer ça à des personnes qui ne savent pas ce que c'est. Je reconnais que la première barrière, ce serait déjà ça, et à passer ce cap de la prise de parole. Ensuite, une fois que la parole a été libérée, on est envahi par des tonnes de démarches. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut aller rencontrer des avocats, des psychologues, penser aux enfants, l'école. C'est une charge mentale qui est bien plus importante et malheureusement, on n'a pas le temps parce que derrière, ben, il faut qu'on aille travailler, il faut qu'on aille travailler pour pouvoir avoir un salaire. Et c'est vrai que avoir un peu plus de souplesse sur les horaires lorsqu'une femme parle, lui faire rencontrer une assistante de service social qui peut l'accompagner, qui peut mettre des mots, qui peut apporter une aide financière, qui peut lui parler des enfants, une assistante de service social. Alors on a cette représentation de l'assistante sociale qui prend les enfants. Eh ben c'est pas vrai. Elle peut être accompagnée.
elle va accompagner finalement la maman vers tout ça, l'orienter vers des associations, l'orienter vers des institutions de soins et l'accompagner dans les démarches quand parfois c'est trop compliqué. Et ben une assistante de service social, la possibilité d'avoir des aménagements de travail, avoir un endroit pour mettre ses papiers en sécurité, et ben ça déjà, je trouve que c'est un bon début. Tu parlais de la santé, de l'impact, de ces violences et particulièrement du contrôle coercitif, sur la santé des personnes victimes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, enfin, la santé mentale, physique? Quels sont les impacts de Alors ces là, violences? oui. Alors, de nombreux oublis. Moi, je sais que pendant très longtemps et encore aujourd'hui, j'ai d'énormes pertes de mémoire. Cet état de stress post-traumatique aigu qui fait qu'on est en permanence en état soit de tétanie, soit de stress intense, et on n'arrive pas à se concentrer, on n'arrive pas à se poser. Ça a un réel impact dans le travail. Alors, quand j'ai travaillé en direction de crèche, c'est pareil, je suis en présence d'enfants et je suis déjà dans un état. C'est comme si j'avais eu 10 journées en fait dans le corps, dans le visage. Les enfants sont des éponges, donc ils devaient le ressentir aussi. C'est compliqué d'accueillir la parole de mes équipes, alors que moi-même, je suis pas en capacité. J'entendais plus, je pouvais pas trouver une solution à leurs problématiques, les accompagner à cheminer vers une réflexion professionnelle, alors que je n'étais pas du tout dans ça. Comment être crédible alors que comment dire à une professionnelle, vous êtes tout le temps en retard alors que c'est mon cas à moi? Je perds toute crédibilité dans mon poste. Et puis oui, en fait, j'étais plus là finalement. J'étais plus là. Donc la santé mentale, il y a un réel impact. Il y a un réel impact. Après, c'est vrai que s'il y a des possibilités d'avoir un lieu d'écoute, ça peut paraître bête, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui me vient en parlant. Mais quand une femme est enceinte, elle a des possibilités de se rendre à ses rendez-vous pour suivre la grossesse. Et ben pourquoi pas, une fois qu'une femme a parlé de ce qu'elle vivait à la maison, pourquoi pas lui accorder un temps pour qu'elle puisse voir une psychologue, alors une psychologue du travail ou des visios, maintenant ça se fait beaucoup, sur ses temps de travail pour qu'elle puisse décharger tout ce qu'elle a à décharger et pour pouvoir après être un peu plus dans l'accompagnement des équipes quand elle est manager, ou en tout cas être un peu plus présente, je dirais, plus disponible pour son travail. Je pense que ça, ce serait génial. Ce serait génial. Merci Mélie pour ton partage. Tu nous disais en introduction que tu fais partie de la réserve de gendarmerie, que tu es pleinement engagée dans la sensibilisation et l'éducation. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le projet que tu mènes? Alors oui, donc j'ai entamé les démarches pour intégrer la réserve de la gendarmerie. Alors évidemment, c'est pas anodin. Je travaille en partenariat sur un projet autour des violences intrafamiliales dans leur globalité. Et, euh, et pourquoi? Mais parce que je pense que, encore une fois, ça a un lien avec mon vécu, où j'ai été dans des commissariats où la première fois que je passe la porte, on me dit qu'une claque, eh ben c'est pas grave, qu'il faut que je pense à mes enfants. Quand je signale qu'il y a une arme à la maison et qu'on me répond, bah c'est pas grave, hein, je vais pas le mettre dans la plainte, hein, parce que il leur saura rien. Je vous protège en vous disant ça alors que pas du tout. Et cette écoute qu'on n'a pas, j'ai pas été tapée tous les jours. Je fais partie des femmes qui ont été victimes de violences psychologiques, financières et finalement physiques, puisqu'il m'a étranglée évidemment. Mais quand je racontais ce qui se passait, pourquoi j'avais peur, pourquoi j'étais dans cet état, on ne m'a pas entendue. On a minimisé, on a banalisé et quelque part, on donnait raison à monsieur dans son comportement. C'est moi le problème, puisque c'est moi qui extrapole, c'est moi qui en fais tôt, c'est moi qui suis trop angoissée, je suis ci, je suis ça, je suis pas assez, je suis trop. Et je me suis dit que au niveau de la justice, il y avait aussi des choses à faire. L'emprise, c'est très compliqué à expliquer quand on ne l'a pas vécu. Je me dis que j'ai aussi j'ai une part à faire. Et si je peux être ce premier lieu d'écoute pour une femme et pour les enfants, eh ben ça passe aussi par là. Maintenant, il y a de plus en plus de travailleurs sociaux aussi au sein des commissariats et des gendarmeries, ce qui est très très bien. Donc voilà. Merci euh, Sophie. Euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui se reconnaissent dans ton vécu ou qui peut-être prennent conscience que ce qu'elles vivent ou ce qu'elles ont vécu correspond au contrôle coercitif et aux violences. Qu'est-ce que tu formulerais comme recommandation?
Alors, ce que je dirais, c'est, mesdames, déjà, vous êtes fortes. Vous êtes fortes parce que vous vivez des choses qui ne sont pas simples, ou vous avez vécu des choses qui ne sont pas simples. C'est pas un combat facile, mais on s'en sort. Pour ça, eh ben, il faut trouver une écoute. Je pense que c'est la première chose. Il faut trouver une écoute. Il faut réussir à passer ce cap de libérer la parole. Et après, petit à petit, on trouve les bons acteurs. On trouve les bons acteurs. Et après, ben, peut-être vous participerez à un podcast pour témoigner, pour sensibiliser. Et voilà. Et je pense que le meilleur conseil, c'est ça. Et mesdames, je crois en vous. Je, je sais que de tout ça, on en fait une force. Et si on subit tout ça et qu'on arrive à s'en sortir, c'est pas pour rien. C'est que on est des guerrières. Voilà. Merci pour ce message très positif pour nos auditeurs et nos auditrices. Quelles sont selon toi les prochaines étapes pour améliorer la compréhension et le soutien des personnes au travail, et aussi des services RH dans les organisations? Les étapes nécessaires. Alors, je pense qu'il faut continuer de sensibiliser. Je pense qu'il faut continuer de parler. Donc c'est pour ça aussi que je participe à ce podcast aujourd'hui. Je pense que raconter son histoire, c'est jamais très simple. Ça fait ça me fait revivre plein de mauvais souvenirs et aussi de très beaux, hein, voilà. C'est pas évident, mais je pense que continuer à en parler, continuer de sensibiliser, mener des actions auprès de plusieurs partenaires pour en parler est une première chose. En ce qui concerne les entreprises, les services RH, faire preuve de souplesse, faire preuve d'empathie. Peut-être, je sais qu'il y a eu un moment, une personne qui était malade et à qui les collègues ont pu donner des jours de congé. Peut-être réfléchir à un moyen d'accorder des jours de repos à cette personne, de d'avoir un lieu d'écoute, de favoriser les services sociaux dans les entreprises. Je sais que ça se fait de plus en plus, de sensibiliser, que la médecine du travail sensibilise aussi les acteurs dans les entreprises, les responsables, mais pas que, euh, tous, d'avoir des affiches, d'avoir un numéro pour l'écoute. Alors, il y a le 3919, c'est peut-être aussi très difficile de passer ce cap-là, mais de trouver au sein de l'entreprise quelqu'un qui peut écouter. Et puis, je pense qu'il n'y a pas que les violences conjugales au sein des entreprises, il y a tellement, on parle de burn-out, on parle d'épuisement professionnel. Avoir une personne clé dans les entreprises, cette première personne, qui va apporter cette écoute, c'est la base. Et pour les ressources humaines, vraiment, je pense que faire preuve de souplesse au niveau des horaires, euh, des congés, accorder du temps à cette salariée, je pense que c'est important. Merci Mélie. Une dernière question à destination de nos étudiants, euh, parce que on se rend compte, d'après les données du ministère, que les personnes victimes de violences le sont de plus en plus jeunes. Dès les premières relations amoureuses, eh bien, des collégiens, collégiennes euh, peuvent être confrontés à des situations de violence. Hum, Qu'est-ce que tu leur dirais? De trouver une personne ressource au sein de leurs établissements. Dans les collèges, notamment, il y a normalement une assistante de service social où il y a une infirmière. Il y a d'autres leviers, il y a d'autres biais. Il y a les missions locales où il y a des travailleurs sociaux, par exemple. Je pense que où il y a des éducateurs. Au niveau du sport, trouver un adulte en qui ils ont confiance. Ça peut être le parent d'un ami, ça peut être... Il y a énormément de personnes qui peuvent accueillir cette parole dans un premier temps. Et je pense que c'est là où il faut commencer. Trouver une personne ressource en qui l'enfant a, a confiance, a une totale confiance, pour l'accompagner petit à petit à cheminer. Maintenant, c'est comme pour tout. Plus on en parle, plus on sensibilise, et mieux on pourra tous, chacun à notre manière, accueillir la parole. Parce que c'est très compliqué d'accueillir cette parole. Et les professeurs, les enseignants, l'éducation nationale doit aussi être sensibilisée à tout ça. Sophie, je te laisse le mot de la fin. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de dire à nos auditeurs et auditrices pour clôturer cet épisode
très riche et très fort en émotions. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère et je souhaite avoir trouvé les bons mots et avoir apporté avec mon témoignage une lueur d'espoir, si je puis me permettre, l'envie de continuer de combattre, l'envie de s'en sortir, l'envie de continuer à œuvrer pour son propre bonheur. Je vous remercie encore une fois et peut-être à bientôt, qui sait? Sophie, au nom de toute l'équipe de la chaire, je te remercie d'avoir accepté de partager ton expérience, et ton parcours. Chers auditeurs, merci de nous suivre et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ma salama!